Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 10 novembre. D'abord, cette demande du président fédéral d'Allemagne adressée au président de la République pour accomplir un geste humanitaire en graciant l'écrivain Boualem Sansal. Le président de la République a reçu de nouveaux messages de vœux de présidents et de dirigeants de pays frères et amis à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération. Coopération algéro-somalienne avec l'arrivée ce lundi à Alger du président de la République fédérale de Somalie pour une visite officielle en Algérie. Et à l'Assemblée populaire nationale, poursuite des débats autour du projet de loi de finances pour l'année 2026. Un projet qui consolide les acquis sociaux avec près de 6 000 milliards de dinars consacrés aux transferts sociaux, dont 420 milliards de dinars pour l'allocation chômage. Et on s'intéresse dans ce journal au pillage des ressources naturelles au Sahara occidental. L'occupant marocain pratique toutes les formes de spoliation et d'épuisement illégal des ressources, faisant fi du droit international. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu une demande du président fédéral d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, d'accomplir un geste humanitaire en graciant l'écrivain Boualem Sansal, détenu depuis un an. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux de présidents et de dirigeants de pays frères à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. Des messages provenant notamment du président du Népal, Ramchandra Podel, du président du Sri Lanka, Anura Kamara Dissa Nayake, et du sultan de Brunei, Hadji Hassanal Bolkiah. Nous en parlions également en titre coopération algéro-somalienne. Le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamed, est arrivé aujourd'hui à Alger pour une visite officielle en Algérie. À son arrivée à l'aéroport Ouari Boumedienne, il a été accueilli par le président de l'Assemblée populaire nationale, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le conseiller du président de la République chargé des affaires diplomatiques. À l'Assemblée populaire nationale, poursuite des débats ce lundi autour du projet de loi de finances pour l'année 2026. Les membres de l'Assemblée ont salué les mesures d'appui à l'investissement et les dispositions visant à consacrer le caractère social de l'État prévu dans le projet de loi de finances, se disant satisfaits des indicateurs économiques positifs contenus dans le texte. Les députés ont salué les dispositions relatives à la protection du pouvoir d'achat et à la stimulation de l'investissement, notamment à travers la non-approbation de nouvelles augmentations fiscale, appelant à renforcer le rôle des petites entreprises et des start-up dans l'économie nationale. Et en somme, donc, le projet de loi de finances 2026 propose une série de mesures visant à dynamiser l'activité économique avec un accent particulier sur le caractère social de l'État à travers le maintien du pouvoir d'achat, des investissements dans des secteurs sociaux, mais aussi des mesures de soutien pour les plus vulnérables. Il faut dire que près de 6 000 milliards de dinars seront consacrés aux transferts sociaux, dont 420 milliards de dinars pour l'allocation chômage. C'est un papier signé Badia Amani. Le projet de loi de finances 2026 dans son volet social continue à préserver les acquis sociaux des citoyens. Il ne prévoit aucune augmentation qui impacterait négativement le pouvoir d'achat des catégories sociales les plus vulnérables. Le budget consacré au volet social reste conséquent. Pour cette année, en termes de dépenses, le budget de l'État sur le projet de loi va s'élever à plus de 17 200 milliards de dinars, qui est équivalent de 135 milliards de dollars. Et c'est pour la première fois depuis l'indépendance qu'on enregistre un budget aussi élevé. Pour l'aspect social, cette année est toujours dans la même perspective et dans la même approche. Le budget de l'État va préserver l'aspect social de l'État en préservant le pouvoir d'achat
voire le soutenir, et bien sûr rester sur les mêmes acquis sociaux pour les Algériens. Bien sûr, sur les transferts sociaux cette année aussi, ils vont observer une petite augmentation de 0,8%, et ça pour maintenir le même niveau de transferts sociaux qui s'élève à plus de 38% du budget global de l'État. De nouvelles augmentations des salaires sont prévues. Même l'allocation chômage, la bourse des étudiants et les pensions de retraite seront aussi augmentées en fonction des moyens de l'État. Pour cette année, comme je l'ai bien précisé sur le projet de loi, les montants alloués au salaire vont être revus à la hausse de 3,1%, ce qui confirme la tendance et l'engagement de M. le Président de la République pour la révision à la hausse des salaires des employés. Et pour ce qui est des étudiants et pour ce qui est de l'allocation au chômage, les montants alloués aux allocations et aux transferts sociaux resteront les mêmes et verront même une toute petite augmentation. Tout ça pour rester sur les mêmes acquis à ce jour. L'État continue à prendre en charge les besoins des ménages et sur tous les plans, que ce soit l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité, l'accès aux soins, au logement et à l'éducation. Ainsi donc, le projet de loi consacre près de 6 000 milliards de dinars de dépenses de transfert, dont 420 milliards de dinars pour l'allocation chômage, 424 milliards de dinars pour le soutien à la Caisse nationale des retraites et 656 milliards de dinars pour la subvention des prix des produits de base. Les transferts incluent également les dépenses destinées aux établissements administratifs publics, à l'instar des universités et des hôpitaux, d'un montant global de 2 800 milliards de dinars. Et on s'intéresse dans cette édition à un ouvrage d'art, un projet structurant qui vient d'être mis en service sur l'axe reliant Taksriout à Kharrata. Un nouveau tronçon de la RN9 a été réalisé au cœur de la montagne. L'ouvrage désengorgera la circulation entre la côte et les hauts plateaux, tout en soutenant le développement économique et social de la région. Plus de détails avec Samira Sefta. Amira Sefta plutôt. Sur une distance de 7 km entre Taksriout et Kharrata, un important axe routier a été ouvert sur le tracé de la route nationale 9, reliant les wilayas de Béjaïa et de Sétif à travers les gorges de Kharrata. Cet ouvrage routier majeur est composé de plusieurs tunnels consécutifs, totalisant 6 234 mètres, a permis de réduire les reliefs difficiles et de dépasser des pentes particulièrement accidentées, afin de faciliter le trafic sur ce corridor stratégique. Franchement, c'est une très bonne initiative. Pour nous, ce projet routier est une véritable bouffée d'oxygène qui change réellement notre quotidien. Les pouvoirs publics sont présents. Ils ont apporté des solutions aux problèmes pour faciliter la vie aux citoyens. Aujourd'hui, les gens sont très satisfaits. Le projet a reposé sur des techniques innovantes dans la réalisation des grands ouvrages d'art, garantissant ainsi la solidité de la route et la sécurité de ses usagers. La modernisation de cet axe routier très fréquenté est très bénéfique pour les habitants de Kharrata comme pour ceux de Béjaïa. Car à partir d'ici, on peut rejoindre Borj Bouarerich, Msila, Djelfa ou encore Laghouat d'une manière plus fluide. Le tracé comprend des ouvrages d'art de grande envergure, 4 tunnels et plus de 2,3 km de ponts suspendus. Cette route est une véritable école technique où ont été mises en œuvre les meilleures méthodes internationales dans ce domaine. Nous affirmons que ce type de projet illustre l'engagement de l'État algérien à poursuivre l'amélioration du réseau routier et des infrastructures au service du développement local et des attentes des citoyens. Ce nouvel aménagement permet de rétablir la fluidité du trafic sur cet axe stratégique, reliant la côte au haut plateau. Il devient ainsi un relais essentiel pour l'économie nationale et une ouverture touristique majeure. Autre projet national stratégique, le raccordement électrique nord-sud avec plus de 900 poteaux électriques déjà en cours d'installation. Ce projet garantit le raccordement des wilayas du Grand Sud au réseau national d'électricité et constitue un véritable soutien pour les différents pôles industriels et agricoles. C'est un papier signé Badia Amami. Regardez. Le projet d'interconnexion du réseau électrique nord-sud a pour objectif de relier les régions d'Adrar, Béchar, Ain Salah, Tamanrasset et Tindouf. Dans sa première phase, ce projet stratégique raccordera la wilaya de Mni'a en phase de devenir un pôle agricole par excellence.
Cette première étape qui consiste à raccorder Hassermel à Adrar sera réalisée à travers 3 postes électriques à haute tension. Le premier concerne la wilaya de Mnéa avec une capacité de 420 kV, le deuxième Timimoun et le troisième Adrar. La société Sonalgaz met à disposition tous les équipements nécessaires à la construction de la ligne électrique Hassermel-Mnéa de 420 kV. Dans cette première phase du projet qui s'étend sur 368 km, plus de 900 poteaux électriques sont en cours d'installation pour assurer le transport de cette énergie vers le sud du pays. Notre mission est de fournir les poteaux électriques à haute tension ainsi que les câbles aux entreprises chargées de la réalisation du projet. Pour mener à bien cette mission, nous avons rapproché notre atelier du chantier, ce qui nous a permis d'atteindre un taux de réalisation appréciable en un temps record. Vu le relief difficile de cette région, nous avons mis en place des équipements adaptés, ce qui nous a aidé à réduire le temps de réalisation du projet. Ce projet d'envergure revêt une importance capitale pour l'économie nationale. Il permettra de raccorder les pôles agricoles et industriels du sud du pays afin de renforcer leur contribution au développement économique. On en parle depuis quelque temps déjà. L'Algérie affiche une nouvelle ambition en vue de réussir sa transition énergétique. Un atelier international a réuni à Alger des experts, chercheurs et acteurs du secteur pour discuter de l'hydrogène vert et du développement des énergies renouvelables. Un rendez-vous décisif qui traduit la volonté du pays de préparer un modèle énergétique plus propre, plus durable et tourné vers l'avenir. C'est un papier signé Maïs Al-Bouala. Dans un contexte mondial marqué par la nécessité de réduire les émissions de carbone et de diversifier les sources d'énergie, l'Algérie confirme sa volonté d'accélérer sa transition énergétique. C'est dans cette dynamique que le club algérien d'excellence et de haute compétence a organisé la 3e édition de son atelier international consacré aux énergies renouvelables, à l'hydrogène vert et à la valorisation des ressources stratégiques. L'atelier valorise l'apport de la diaspora dans la transition énergétique et souligne les efforts du gouvernement pour encourager l'innovation et développer les énergies renouvelables au service du développement durable. Les initiatives comprennent un vaste programme national de développement des énergies renouvelables visant une part de 30% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. D'ici 2035, l'Algérie ambitionne d'installer près de 15 gigawatts d'énergie renouvelable avec le solaire comme pilier majeur de son futur système énergétique. Les experts du club algérien d'excellence et de haute compétence ont discuté des défis du stockage, de la formation des compétences stratégiques nécessaires aux technologies propres. Cette nouvelle édition planche sur les questions de l'environnement et des ressources minières stratégiques, comme le lithium et la silice blanche, tout en soulignant l'importance de la gestion de l'eau et du dessalement, conformément aux priorités de l'État. Vous savez qu'en Algérie, on a une ambition énorme pour aller jusqu'à 60% de la consommation de l'eau va concerner l'eau du dessalement. Et les technologies de dessalement existent. Et encore une fois, le problème, c'est le coût. Ça coûte cher. Pourquoi ça coûte cher? Parce qu'il faut beaucoup d'énergie. Encore une fois, le problème d'énergie, ça coûte énormément d'énergie pour produire de l'eau dessalée. Ça vous coûte 3 à 4 kWh pour produire 1 mètre cube d'eau dessalée. Donc, l'énergie est au centre de tous ces problèmes technologiques. The renewable energy in Algeria, it's a lot of technical challenges, and L'Algérie dispose d'un fort potentiel en énergie renouvelable, mais leur intégration au réseau reste un défi technique. L'atelier vise à identifier des solutions et à s'inspirer de l'expérience australienne et en tirer des enseignements utiles pour le contexte algérien.
le réseau national et we want to bring this experience to Algeria. Au-delà de la dimension scientifique, l'atelier s'est affirmé comme un espace de coopération et de contribution à la prise de décision, marquant une étape importante dans la construction d'une filière nationale de l'hydrogène vert et dans l'émergence d'une économie énergétique durable axée sur la transition et l'efficacité énergétique. Et si octobre se teinte de rose pour nous rappeler l'importance du dépistage du cancer du sein, novembre, lui, prend la couleur bleue pour nous alerter sur l'importance de la sensibilisation au cancer masculin, notamment le cancer de la prostate. Le ministre de la Santé, Mohamed Sadiq Aït Msaouden, a d'ailleurs procédé ce lundi à Blida au lancement officiel de la campagne Novembre bleu dédiée au dépistage précoce du cancer de la prostate. Le ministre a donné depuis le centre anti-cancer de Blida le signal de départ de la caravane nationale de sensibilisation et d'information sur le dépistage de ce cancer. Elle sillonnera les wilayas de Boumerdes, Aïn Defla, Tissim Silt, Médéa, Djelfa, Alger, Tipaza et Blida. Le cancer de la prostate, rappelons-le, est devenu le premier cancer touchant les hommes en Algérie avec 60 000 cas enregistrés et 3 500 nouveaux cas par an. D'où l'importance d'intensifier les campagnes de sensibilisation afin d'encourager les hommes à effectuer un dépistage précoce. Un cancer qui peut guérir lorsqu'il est détecté à temps. À l'étranger, poursuite du pillage des ressources naturelles du Sahara occidental par l'occupant marocain, phosphate, ressources halieutiques et énergies renouvelables, autant de richesses que le Marsène exploite illégalement, faisant fi du droit international et défiant la vague d'indignation de nombreux militants et défenseurs des droits de l'homme. C'est ce que nous dit Anis Chir dans ce sujet. Regardez. Sur cette terre sahraoui qui recèle d'importantes richesses, l'occupant marocain pratique les formes les plus iniques de pillage, de spoliation et d'épuisement des ressources d'un peuple privé de son droit à l'autodétermination. Depuis de longues années, phosphate, fer, ressources halieutiques et bien d'autres richesses naturelles sahraouis sont indûment exploitées par le Maroc. En 1947, les Espagnols découvrent un gisement qu'ils baptisent Fos Boukara, où le minerai est d'extraction facile, pratiquement à ciel ouvert. Depuis le départ des Espagnols, le minerai de Boukara est exploité puis commercialisé à travers le monde par l'office chérifien du phosphate, dont le roi Mohamed VI est actionnaire. Pourtant, le Sahara occidental est inscrit sur la liste de l'ONU des territoires non autonomes dès 1963. Autrement dit, le Maroc n'est pas souverain sur le Sahara occidental. Il n'en est pas non plus la puissance administrative, puisque l'Espagne conserve ce statut depuis 1965. Le Maroc est donc la puissance occupante, administrant la population et exploitant illégalement les ressources de ce territoire. Cette réalité a suscité une vague d'indignation à travers le monde. De nombreux militants et défenseurs des droits humains ont exprimé leur profonde réprobation face à une telle spoliation des richesses du peuple sahraoui, soulignant la nécessité de mettre fin à ce pillage et de mettre les parties impliquées face à leurs responsabilités dans la violation du droit international. La première partie du colloque a porté sur les derniers développements relatifs aux résolutions des Nations Unies et du Conseil de sécurité concernant le Sahara occidental, ainsi que l'évolution de la situation européenne, notamment en matière d'exploitation des ressources naturelles. Ont été également abordés les récents accords entre l'occupation marocaine et l'Union européenne qui incluent illégalement le Sahara occidental dans leurs termes. Il s'agit d'une question de principe et de valeur, les droits humains fondamentaux et plus particulièrement la violation de ces droits au Sahara occidental, ainsi que la spoliation de ses ressources et de leur exploitation illégale.
La situation est d'autant plus grave par l'implication d'entreprises sionistes et étrangères dans des contrats secrets impliquant l'exploitation pétrolière et gazière, conclus en violation flagrante des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle a affirmé que tout accord commercial, agricole ou maritime conclu sans le consentement du peuple sahraoui est juridiquement nul. L'occupant marocain ne cesse de spolier les richesses du peuple sahraoui. C'est pour cette raison que nous exigeons que cesse ce pillage immédiatement. Le Merzen continue son exploitation illégale et indue des ressources du peuple sahraoui, en violation du droit international, tout en se parant d'une prétendue légitimité artificielle. Retour chez nous, ouverture hier à Alger de la 26e édition du Salon international de l'artisanat, une nouvelle édition centrée sur l'artisanat traditionnel algérien, l'authenticité et la créativité artistique, une occasion de renforcer les échanges commerciaux et culturels entre artisans de différents pays. C'est un papier signé Milad Hennin. Placé sous le thème l'artisanat traditionnel, authenticité et créativité, cette 26e édition du Salon international de l'artisanat traditionnel met à l'honneur le génie de l'artisan algérien, l'authenticité et la richesse du patrimoine artisanal national. Le coup d'envoi coïncide avec la journée nationale de l'artisan. C'est un salon qui regroupe tout le potentiel de l'artisanat national et un potentiel de l'artisanat international. Au-delà des frontières, l'artisanat rassemble. Ici, des créateurs venus d'Afrique et d'Europe qui viennent exposer leur savoir-faire. Tissus, objets décoratifs, chaque stand porte la marque d'une culture. Une invitation à voyager à travers les métiers artisanaux. C'est ma deuxième visite en Algérie. Pour un échange culturel et artisanal, je représente l'Égypte et sa tradition vestimentaire. C'est très important pour moi de participer à la foire internationale, surtout de l'Algérie, parce que d'abord je suis une exposante, parce que je suis une ambassadrice de mon pays d'abord, comme une artisante. Dans les allées du salon, les artisans nationaux nous font découvrir l'Algérie région par région. Tapis berbères, poteries finement décorées, tenues traditionnelles, broderies, bijoux et articles en cuir. Chaque espace d'exposition raconte l'histoire d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Les artisans participants de toutes les wilayas du pays viennent mettre en valeur leurs produits qui incarnent le patrimoine culturel riche et diversifié de notre pays. Je suis ici pour présenter notre culture et nos vêtements traditionnels algériens, afin de les valoriser et de les préserver pour les générations futures. Nous présentons des tableaux en sable de la wilaya de Goléa pour valoriser le riche patrimoine culturel et artistique de l'Algérie. Le SIAT est bien plus qu'un salon. C'est un véritable voyage à travers les pays. Un hommage au patrimoine et à la créativité qui unit les cultures. C'est également un espace privilégié pour promouvoir la richesse et la diversité du patrimoine artisanal algérien, offrant l'occasion de renforcer les échanges commerciaux et culturels entre artisans de différents pays. Allez, partons à Mila, à la découverte de l'aire de loisirs, Ferdoua, pas loin du barrage de Bni Haroun, un lieu qui offre une véritable palette de choix pour les personnes en quête de détente, des balades, de la pêche ou simplement des moments de repos en contact avec la nature. Voyez ce reportage signé Majda Jahmoun. Le décor semble tout droit sorti d'une carte postale. D'un côté, le bleu étincelant du barrage de Bni Haroun. Et de l'autre, la verdure luxuriante de la forêt de Medious. C'est au cœur de ce cadre idyllique que se trouve l'aire de loisirs Ferdoua. Un véritable havre de paix pour tous ceux qui cherchent à s'évader et profiter de la nature. Je suis d'ici, de Sidi Marouane, et je viens très souvent avec les petits, surtout le week-end. Ça nous permet de profiter de la nature, de changer d'air, et les enfants s'amusent en même temps.
Le cadre est vraiment agréable. C'est un endroit paradisiaque, les paysages qu'on admire sont magnifiques et c'est sécurisé. Je viens avec mes enfants pour passer un moment agréable en famille. Ça nous éloigne de la routine, du quotidien et on se repose vraiment bien. Et pendant que les grands se reposent, les petits, eux, les mains et les pieds dans le sable, s'amusent et courent autour des statues de leurs personnages de dessins animés préférés. J'adore la nature et les paysages ici. Je suis venue de Souk Ahras avec ma famille et j'ai aimé les statues de mes dessins animés préférés. J'ai beaucoup aimé l'ambiance ici. L'air est pur et je profite bien avec ma famille. Certains découvrent cet espace de détente pour la première fois et le charme opère tout de suite. Nous venons de Constantine en été de passage. Quand la beauté du site nous a attirés, c'est une très belle découverte pour nous. Ici, chacun profite à sa façon. Mohamed, lui, apprécie surtout la quiétude du lac avec sa canne à pêche à la main. C'est une passion pour moi, la pêche. Je viens tous les vendredis pour me détendre et admirer ce cadre naturel. J'aime le calme. Cet endroit est parfait pour moi. Un lieu agréable qui fait le bonheur des grands et des petits, le temps d'un week-end en famille ou entre amis. Et on en vient au sport à présent. La délégation algérienne qui prendra part aux Jeux Olympiques des malentendants a pris la direction de Tokyo, où se déroulera l'édition 2025, composée de 15 athlètes dans 3 disciplines, karaté, judo et athlétisme. Les athlètes algériens auront comme objectif de faire mieux qu'en 2022, où ils avaient récolté 4 médailles, dont une médaille en or. Notre objectif aujourd'hui, c'est les Deaflympics, les Jeux mondiaux pour sourds. Notre équipe nationale se prépare maintenant pour se déplacer vers Tokyo avec 3 sélections, judo, karaté et athlétisme. Le premier groupe participant pour cette compétition internationale, c'est le judo. Inch'Allah, on fera une bonne prestation. Les objectifs, Inch'Allah, pour les Jeux olympiques des sourds au Japon, c'est de faire des médailles, un maximum de médailles avec des athlètes. Il y a 2 athlètes qui sont expérimentés. Nous avons Bouchara Saadi en 78 kg, c'est une championne du monde, l'Algérienne Saadi Bouchara, et Bouhid Abdelrahman, médaille de bronze au championnat du monde des sourds, l'année 2022. Aujourd'hui, on se prépare pour le déplacement de l'équipe nationale de judo, le premier contingent qui participe à cet grand événement avec 5 athlètes, 2 féminins et 3 masculins, dans les différents poids. Donc l'objectif de cette participation pour le judo, c'est le podium, bien sûr. Et voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé et au nom de l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Je vous retrouverai demain à 19h. Au revoir.